Et bonjour à toutes et à tous. Oui, Bienvenue. Bonjour, bonjour. bonjour. Donc, merci de participer à ce webinaire exceptionnel organisé en collaboration avec l'équipe d'Hello Charlie et l'atelier de la langue française qui va avoir pour vocation de vous aider à préparer vos élèves aux oraux académiques. On sait que c'est un des grands sujets des semaines à venir, avec notamment le grand oral, le chef-d'œuvre ou l'oral du brevet. Donc l'objectif, c'est qu'en quelques minutes, vous trouviez ici des conseils, des activités pour exercer vos élèves. Donc, pour ce qui est des présentations, nous sommes Valentine Saintive et Aurélie Char, en charge du service marketing et communication de Librairie UMLS. Donc, pour la parenthèse rapide, vous nous connaissez comme libraire scolaire de référence qui, depuis quelques années, a pris le virage du numérique éducatif en proposant des ressources numériques telles que celles de l'atelier de la langue française ou encore de Hello Charlie. Et donc, pour revenir sur le webinaire, au niveau planning, vous pouvez tabler sur environ 45 minutes de présentation et puis un temps dédié aux questions-réponses en fin de webinaire. On laisse donc la parole maintenant à Claire qui va poursuivre l'animation du webinaire. Super, merci beaucoup les filles. On est ravis en tout cas d'être les hôtes de ce webinaire. Je pense que toute l'équipe Hello Charlie se joint à moi pour nous féliciter de ce super partenariat concret avec EMLS et avec Ghislain de l'atelier de la langue française. Vous allez voir, orientation et éloquence ont énormément de points communs. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on vous a convié à ce webinaire aujourd'hui. Je fais un rapide tour de table avant que les invités se présentent par eux-mêmes. Donc, je suis Claire, ravie en tout cas. Vous m'avez peut-être vu dans quelques selfies sur LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Toute notre actualité s'y trouve. Je suis responsable des partenariats et j'adore animer ce genre d'événements. J'ai avec moi donc aujourd'hui Simon, qui est l'expert pédagogique le plus passionné d'orientation chez Hello Charlie, qui va nous apporter donc ses lumières sur voilà les attendus académiques de l'éducation nationale sur l'oral aujourd'hui et quels sont les liens avec l'orientation. Et pour la caution éloquence, expertise au niveau de l'éloquence, j'ai Ghislain de l'atelier de la langue française avec nous. Ça va? Vous allez bien tous les deux? Très très bien. En pleine forme. Vous êtes chaud comme la braise? Comme la braise, comme la braise. Alors, travailler l'éloquence, comme vous le savez, c'est travailler sur soi, c'est savoir se présenter, argumenter, prendre position dans un débat, c'est exprimer ses choix. Éloquence et orientation, comme je vous l'ai dit, sont intimement liés. Comment travailler la rhétorique et développer les compétences à s'orienter des élèves tout en les préparant aux épreuves orales. Justement, on va commencer par là aujourd'hui et je m'adresse directement à Simon qui va nous présenter donc les attendus académiques autour de l'oral aujourd'hui. Il y a plusieurs évaluations de manière très concrète. L'éducation nationale évalue les élèves aujourd'hui sur la prise de parole, sur l'éloquence, sur la manière dont ils parviennent à construire un plan et à prendre la parole pour se présenter. Alors, tout au long de l'année, à travers des exercices évalués, des exposés qui soient individuels ou collectifs, et à travers aussi des épreuves spécifiques et diplômantes comme le brevet et le bac. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Simon ? Ouais, complètement. Pour faire le lien entre l'éloquence, l'orientation et même aussi du coup la scolarité des jeunes, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les grandes épreuves, les grandes étapes de la vie d'un jeune collégien ou d'un jeune lycéen, on va retrouver des épreuves à l'oral. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quand même une tendance qui s'illustre. On va le voir entre un oral au brevet, le chef-d'œuvre pour les lycées professionnels, le grand oral pour les voies générales et technologiques. Alors, il faut que je mette un vote, j'ai l'impression. Allez, moi, j'accompagne des lycéens. Et donc, voilà, l'idée, c'était de vous montrer quelle place ont aujourd'hui ces épreuves orales, quel est le sens de ces épreuves, pourquoi aujourd'hui, elles constituent vraiment une part importante de ces épreuves-là. Commençons par l'oral du brevet, qui peut être aussi un oral... Enfin, il y a aussi l'oral de stage, mais d'ailleurs, les deux peuvent être liés, parce que dans cet oral de brevet, on peut parler de son stage de troisième. L'idée, ça va être de présenter un projet. Alors, ça peut être autour de l'histoire des arts, dans des enseignements pratiques interdisciplinaires, parcours éducatif. Et là, d'ailleurs, on peut parler
d'orientation ou autour du stage de troisième. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une épreuve qui a un coefficient assez fort, hein. Ça correspond à 100 points qui peuvent être remportés par les collégiens sur 800 points au total sur l'épreuve du brevet, donc ce n'est pas anecdotique du tout. Et c'est l'occasion, dès la troisième, de commencer à travailler l'oralité, de commencer à donner corps à ses idées, à réussir à argumenter, à présenter son projet. Ensuite, on va avoir le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui est une épreuve qui prend place au lycée professionnel. L'idée étant de parler justement des compétences qui ont été travaillées, de matérialiser ces compétences professionnelles et d'exprimer à l'oral comment ces compétences exprimées s'inscrivent dans un projet professionnel. Donc là, on a vraiment un lien très direct avec le projet d'orientation des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant justement ces 3 années au lycée professionnel? Comment ça s'est matérialisé dans leur chef-d'œuvre, dans cette réalisation? Et comment ils font le lien avec des compétences pratiques dans leur futur métier? Ce qui est intéressant, c'est que ce chef-d'œuvre, je ne l'ai pas dit, mais l'oral du brevet, ça date de 2018, cette version-là. Le chef-d'œuvre, ça date de 2018, dans cette version-là. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une tendance assez récente à mettre en avant ces compétences d'oralité dans la scolarité et en lien avec l'orientation. Là, l'idée, et pour la voie professionnelle, c'est vraiment de réussir à exprimer ses talents et de les mettre en lien avec son futur métier, de valoriser ses compétences à l'oral. Et ça fait le lien avec le fait que, après la voie professionnelle, il y a beaucoup de bacheliers professionnels qui vont s'orienter directement dans une insertion professionnelle, qui vont commencer à travailler, qui vont devoir réussir à s'exprimer à l'oral dans des événements comme l'entretien, comme tout un tas de sujets qu'on va évoquer avec Ghislain après, donc je ne vais pas trop en parler. Mais en tout cas, ce lien, il est très, très concret. Et il y a cette idée de valoriser son parcours de formation auprès de futurs recruteurs qui est travaillé directement dans le chef-d'œuvre. Pour ce qui est du grand oral, alors là, pour le coup, c'est des jeunes qui ne se destinent pas directement à une insertion professionnelle, a priori, mais plutôt pour des études post-bac. Le grand oral, sous cette version, ça date de 2021, c'est encore plus récent. C'est une épreuve qui est aussi importante, qui a un coefficient 10 pour le bac général et 14 pour le bac technologique. On va à la fois juger le fond de ce qui est présenté dans les questions de spécialité et sur la présentation du projet d'orientation, mais aussi beaucoup sur la forme, sur la qualité des interactions, des questions-réponses qui vont avoir lieu avec les évaluateurs, de la qualité de la prise de parole en continu. Là, on va vraiment évaluer la fluidité du discours et la qualité orale de l'épreuve. Donc, il y a tout un tas de critères qui sont listés et qu'on pourra vous partager d'ailleurs, qui viennent évaluer des capacités et des compétences très concrètes pour l'oral. Et la volonté de ce grand oral, ça va être vraiment justement d'armer un peu mieux les élèves de la voie générale et technologique sur ces compétences transverses qui sont des attendus essentiels à la fois dans le post-bac, mais aussi dans le monde professionnel. Leur donner les clés pour réussir ce parcours post-bac. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'on observe du coup cette tendance générale pour revaloriser les compétences orales, qui ont toujours, ça a toujours existé. Je suis allé faire des petites recherches. Donc, l'oral du bac, il y en avait en 1965, pour le brevet en 1987. Mais on voit quand même que dans les récentes réformes, il y a vraiment cette volonté de mettre en avant les compétences de l'oralité pour que justement, on puisse préparer les élèves à ce qui les attend dans le post-bac et dans l'insertion professionnelle, ainsi que dans leur citoyenneté au sens large. On va les former à argumenter, à s'exprimer, à donner corps à leurs idées, à communiquer, à interagir, à discerner. C'est là ce que je trouve particulièrement intéressant, à la fois dans le chef-d'œuvre et le grand oral, c'est qu'on va évaluer la qualité de l'interaction, comment ils vont réagir à des questionnements sur leurs projets, sur leurs idées et sur ce qu'ils ont pu expliquer. Et l'autre avantage que ça a, mais là je fais un petit pas de côté, c'est que ça permet aussi de diversifier les méthodes d'évaluation. On va donner une chance à des élèves qui ne sont pas forcément hyper à l'aise à l'écrit, justement, d'être évalués sur la restitution de connaissances et de compétences à l'oral, ce qui correspond à une évaluation plus juste. Alors ça, c'est plutôt de mon point de vue. Donc, notre parti pris et notre point de vue chez Hello Charlie, c'est que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait ces épreuves qui existent, qu'on donne la parole aux élèves, qu'on les évalue là-dessus et qu'on donne vraiment une place importante à l'éloquence et à l'oralité. La question qui se pose ensuite et qui fait la transition, je pense, avec ce que Ghislain va nous expliquer, c'est est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'accompagner les jeunes sur le développement de ces compétences? Il n'y a pas de matière éloquence au collège et au lycée. On va essayer de vous donner quelques pistes pour travailler tout ça, mais j'aimerais te donner la parole là-dessus, Ghislain. À ton avis, est-ce qu'on donne les moyens aux enseignants et aux accompagnants de former leurs élèves sur l'éloquence et pour ces épreuves sur l'oralité?
Bonjour à tous. Savoir si on donne les moyens. Alors, je pense qu'on met des élèves en face d'épreuves, donc c'est déjà la première chose pour parler, c'est-à-dire qu'il y a un orateur et en face, il y a un public. À savoir si on donne vraiment les moyens, une épreuve avec un tel coefficient, sans heures vraiment de cours et sans direction, ça pose une petite problématique, comme en oralité, comme en éloquence. C'est quelle est la philosophie de l'épreuve? Est-ce que c'est une épreuve pour réciter des connaissances ou est-ce que c'est une épreuve pour privilégier un raisonnement? Si c'est pour réciter une connaissance, le grand oral n'amène pas grand-chose puisqu'il existe les TPE et il existe la récitation à l'écrit de cours. Donc le but, c'est que cette oralité, ce grand oral, ce chef-d'œuvre ou l'oral du brevet, ça permette de faire un pas de côté sur je restitue de la connaissance, c'est-à-dire je ne récite pas de la connaissance, je produis un raisonnement. Et donc, et ça, je pense qu'on le partage avec les enseignants. J'œuvre dans quand même pas mal d'établissements et ils ont à cœur de faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils y arrivent? C'est une autre question. Chaque enseignant s'adapte finalement. Je pense qu'ils sont aptes à enseigner l'éloquence complètement puisqu'ils parlent, leur métier c'est parler, d'ailleurs toute leur vie pratiquement, et interagir avec des élèves. Donc sur la philosophie, évidemment, je vais balayer rapidement le fait que c'est les enjeux, avoir une bonne note à l'oral et tester les connaissances du point de vue des enseignants. Il faut expliquer, à mon avis, aux élèves le réel objectif de savoir bien parler. Ce n'est pas simplement dire ce que je sais, c'est à l'aune de qui je suis, qu'est-ce que je fais de cette connaissance. Parce qu'on a, à mon avis, survalorisé la connaissance et la culture, et qu'on arrive dans une génération où le fait d'être intelligent, c'est balancer de la culture. Or, ça n'a aucun intérêt, et ça, il faut bien l'expliquer aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. Si la culture, tu ne te l'appropries pas, si ta connaissance que depuis l'âge de 3 ans, tu apprends par le biais de l'éducation nationale, tu n'en fais pas quelque chose, ça ne sert pas à grand-chose, objectivement. Et donc, la philosophie, c'est déjà d'être capable de raisonner sur tous les sujets qui nous entourent. Et pour les enseignants, c'est d'être capable, au-delà de savoir s'ils apprennent la connaissance qu'ils donnent, d'en faire quelque chose. Et donc, dans ces conditions, il faut être capable, et c'est un peu compliqué à leur âge, mais de les faire sortir de leur qualité d'élève. Parler, c'est ne pas parler comme un élève, et même, j'ai envie de dire, pour un enseignant, c'est ne pas tout le temps être un professeur. Il est compliqué pour un élève de se positionner comme un orateur. D'ailleurs, moi, je parle d'orateur comme je parle d'éloquence, et je ne parle pas de prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est de la technicité. L'éloquence, c'est une philosophie. C'est admettre que l'on peut parler de tout avec une trame générale, avec un raisonnement, et surtout, c'est le plus important sur la philosophie de l'oralité pour répondre à la première question, c'est admettre un point de vue. Le plus important quand on parle, c'est un peu contre-intuitif, notamment à l'école, c'est admettre un point de vue. Et je le dis immédiatement, c'est évincer de plus en plus le thèse-antithèse, le en même temps, puisque on apprend quand même aux élèves à dire un peu oui, à dire un peu non, et à conclure sur un peu rien, et donc, ou sur beaucoup rien. Et donc, ce qu'il est intéressant de faire, et ça ne veut pas dire qu'on est excessif, c'est d'entraîner les élèves à penser. Si parler, c'est développer son esprit critique, c'est donc les obliger à prendre position. On a inventé une chose en rhétorique qui s'appelle la réfutation, qui permet de se nuancer. Ce n'est pas être excessif sur un point de vue, c'est admettre de choisir un point de vue. Et quand on prend ça en considération, on peut se dire que l'oralité à l'école va permettre aux élèves de sortir du milieu scolaire pour dire ce qu'ils pensent et le dire avec ce qu'ils sont. Et après, je ferai le lien avec le grand oral où ils ont mis une démarche professionnelle et une démarche académique. On y reviendra. Et donc, je pense que c'est le plus important. Si on veut pousser les élèves à développer leur esprit critique, il faut les pousser à prendre position. Et on va voir après comment on peut les pousser à prendre position par une structuration. Alors, évidemment, pour le raisonnement, on ne raisonne pas juste en l'admettant. On raisonne en expliquant que chaque sujet a un enjeu. D'ailleurs, même sur les sujets du grand oral,
il faut être capable de trouver l'enjeu d'un sujet de cours et pas simplement de faire un exposé sur un sujet de cours. Parce qu'objectivement, si on est très précis, réciter du cours, les enseignants ont largement le temps de faire des contrôles, ça reviendrait beaucoup moins cher et même en termes de planification, ça serait même plus agréable pour les enseignants de ne pas les prendre à l'oral. Donc, si à être pris par le temps et à bloquer des créneaux pour les recevoir d'un oral, alors il faut les pousser à raisonner et donc de leur demander concrètement qu'est-ce que cette notion de cours évoque chez toi en termes d'enjeu. Ça répondrait à quoi? Si tu devais l'expliquer à des gens qui ne sont pas de ta spécialité, parce que si initialement j'ai dit que c'était avoir un point de vue et sortir de sa qualité d'élève, ce n'est pas parler pour son propre écosystème. J'étais hier dans un établissement qui s'appelle le lycée Victor Hugo à Marseille, et donc je fais travailler l'oralité, et il y a un sujet en sciences, et elle me dit oui, la jeune fille, elle me dit oui, mais parce que vous n'êtes pas en spé maths, en spé, oui, maths. Et je lui dis, mais alors ça veut dire que dans ta vie, tu vas parler qu'aux gens qui comprennent la même spécialité que toi, ça va se limiter énormément. Donc, sortir de sa qualité d'élève, c'est leur permettre de raisonner. Et donc, pour ça, il faut le matérialiser. Une fois que j'ai dit ça, il faut que vous, dans vos cours, ça soit possible. C'est de les pousser. Alors, vous prenez un sujet, vous cherchez l'enjeu, les pousser à écrire sur papier l'enjeu, donc la problématique qu'on nomme à l'école, et la solution. Ce qui va leur permettre déjà de matérialiser ce qu'ils pensent, parce que régulièrement, les élèves nous expliquent qu'ils ont tout dans la tête. Nous, on prend des notes pour faire un webinaire, mais eux, ils ont tout dans la tête. Et le problème, c'est que le stress pousse à l'oubli. Ça ne veut pas dire que je lis ma feuille, mais le stress pousse à l'oubli et l'aléa peut être beaucoup moins admis facilement en improvisation. Donc, les pousser à écrire, probablement, ça va dédramatiser l'écriture. Je lis ou je ne délie jamais l'oralité de l'écriture parce qu'une fois qu'on s'est parlé pour un entretien d'embauche, pour l'université ou avec un enseignant, on s'écrit. Et que le but de l'oralité, c'est être crédible. Si vous ne travaillez pas parallèlement l'écriture, on perd en crédibilité juste après. Donc, même s'ils n'écrivent pas, parce qu'il y a une tétanie de l'écriture, même s'ils n'écrivent pas, ils peuvent prendre des notes. C'est avoir une trame générale. Deuxièmement, le fait d'écrire, ça matérialise les incohérences. Quand ils doivent produire quelque chose à l'oral, poussez-les, forcez-les même à matérialiser, même si c'est des notes, c'est une prise de notes pour se rappeler, parce que l'écriture va permettre de voir les incohérences et de barrer et de réécrire. Et finalement, quand on parle de raisonner, raisonner, c'est traduire, à mon avis, sur papier des idées et se corriger soi-même. C'est un jeu de j'écris, je raisonne, je réécris, je raisonne à nouveau. Et donc ça, il faut pousser à l'écriture pour qu'ils puissent structurer leur pensée. Donc, pour la philosophie, c'est admettre un point de vue, essayer d'être cohérent avec la personne que je suis pour développer un point de vue, savoir se nuancer pour permettre l'échange et surtout en parallèle, faites-le toujours en parallèle de l'écriture. Ils doivent matérialiser sur papier. Et pour matérialiser sur papier, pour que ça soit encore plus concret, j'utilise dans les ateliers d'éloquence que je mène la structure du plan rhétorique. Cette structure du plan rhétorique, c'est comme en dissertation, vous leur avez donné le plan, où ils vont admettre le plan de la dissertation à l'université, mais ils l'ont un petit peu en tête au lycée, pas pour les obliger, pas pour les formater, mais pour formaliser leur pensée. Finalement, c'est un peu contre-intuitif, mais plus il y a de cadres, plus on est libre. Le problème que je ressens de temps en temps, c'est complètement différent quand vous êtes en classe de dire « parle-moi de ce sujet ». L'élève va se retourner vers vous, va vous dire « mais c'est quoi la question ?» Eh bien, l'éloquence, c'est qu'il soit capable de trouver la question pour parler aux gens. Faire un discours, il faut bien leur expliquer ça, c'est répondre à des questions qu'on ne m'a jamais posées, mais y répondre quand même. D'ailleurs, un cours que vous faites en classe, en histoire, en maths, en toutes les matières, quand vous étiez chez vous, le premier jour ou le mois avant de prendre le poste, vous avez pris un programme, et un programme, c'est quoi? C'est des questions qu'on se poserait pour comprendre la matière. Eh bien, un discours, c'est la même chose. Il faut les obliger à trouver la problématique, le problème
qui justifient la question. Ce qui va dans un exercice même, c'est essayer de leur dire « parle-moi de ce sujet ». Là, ils vont bloquer. Demandez-leur ça soulève quelle question. Et donc, ce questionnement va permettre d'être structuré avec le plan rhétorique. Le plan rhétorique, ce n'est pas un plan compliqué, c'est un plan qui a 2000 ans et qui marche. Il s'articule autour d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est à peu près le plan de la dissertation. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur, vous allez parler d'accroche, puisque il faut bien évoquer que l'école est le lieu où la parole est quand même relativement faussée. Il y a une hiérarchie et il y a des notes. Et il y a une obligation d'écouter. Si on leur explique que l'oralité, c'est aller chercher son public, c'est que les gens ne sont pas obligés d'écouter. Donc après, on verra les exercices que vous pouvez mettre en œuvre pour les pousser à écouter. Si ils ne sont pas obligatoirement intéressés par le sujet, alors vous les mettez dans une position de la parole. Si je veux exister, on doit m'écouter. Et c'est pour ça que l'accroche, c'est-à-dire l'introduction, comment je vais accrocher le public, est essentiel. D'ailleurs, dans un discours, puisqu'on écrit rarement un discours totalement, les deux choses les plus importantes, c'est l'introduction et la conclusion. L'introduction, c'est l'image que je donne immédiatement, et donc le raisonnement que je vais admettre à très court terme. Et la conclusion, c'est la dernière image que vous allez garder de moi, voire la dernière idée. Parce que même là, au bout d'une heure, vous ne retiendrez absolument pas tout ce que je vais dire. À part pour les plus besogneux, n'oublions pas que vous êtes des profs, peut-être que certains prennent des notes. Et la conclusion, c'est la dernière grande idée que je vais vous donner, et donc c'est ce que vous retiendrez certainement, si j'ai envie que vous le reteniez. Et donc ce plan rhétorique, que vous pouvez trouver un peu où vous voulez, va permettre de dédramatiser le fait de ne pas savoir quoi dire. Je vous invite en classe, quand vous parlez d'oralité, de faire un polycopier sur comment je structure avec le plan rhétorique ma pensée. L'introduction avec une accroche, une problématique, une solution. Puis un développement avec un argumentaire, une narration, une réfutation. Et enfin, la conclusion. Si vous faites des cases, des rectangles, même s'ils ne peuvent pas tout remplir, ce n'est pas grave, ils ont la structure générale. Et de cette structure générale, on va pouvoir commencer à penser un discours. Et donc, après je vais rendre la parole, tu me dis, Claire, si je ne suis pas trop long, évidemment, ce lien entre partie théorique et réflexion professionnelle, est-ce que c'est cohérent? Si là, je vous faisais un discours sur l'éloquence et sur la manière dont on doit mettre en place l'oralité dans les écoles, et que professionnellement, j'étais garagiste, chez vous, il y aurait une certaine dissonance. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas légitime, ça veut dire qu'il y aurait une certaine dissonance cognitive. C'est pour ça que je vais vous expliquer que vous devriez mettre en place le plan rhétorique, parce que personnellement, je l'utilise en tant que formateur en éloquence dans les lycées et les collèges de la région où je travaille, et que les élèves peuvent porter des discours. Il n'y a aucune incohérence, c'est-à-dire je suis formateur en éloquence et je vous donne des conseils en rhétorique. Jusque-là, c'est logique. Le principe du grand oral, le principe de l'oralité, c'est pas savoir si vous êtes capable de recracher toutes les notions académiques. C'est pas savoir non plus si vous êtes la personne la plus bienveillante du monde. L'oralité, c'est un équilibre subtil entre de la conviction et de la persuasion. Cette conviction et cette persuasion, c'est la conviction, ce que vous leur apprenez depuis des années à l'école. La persuasion, c'est qu'est-ce que eux, personnellement, ils en retirent et qu'est-ce qu'ils en font. Et c'est pour ça qu'au grand oral, et c'est la philosophie, moi, quand on m'avait demandé mon avis sur le grand oral d'ailleurs, c'est de dire, je prends de la connaissance et je dis ce que la connaissance dit de moi. Et je la lie à mon professionnel, à ma vision professionnelle. Et c'est pour ça qu'au grand oral, ils font une partie théorique et après, vous demandez évidemment qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et il faut trouver un lien. Pas pour avoir une bonne note, ce lien. C'est pour savoir si c'est logique. Si je relativise totalement la philosophie de l'éloquence, et là, je vais relativiser parce qu'on l'a, à mon avis, surintellectualisé. Quand on parle, premièrement, on me croit avec la conviction. Deuxièmement, on m'aime avec la persuasion.
Rappelez aux élèves que la persuasion et dire « il faut que vous m'aimiez », c'est pas parler de leur intimité. C'est pas de l'intimité dont on parle, c'est être capable de se qualifier. Et donc, cette qualification, elle se fait par la connaissance et par la personne que vous êtes, ce qui est un peu intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se présente avant toute présentation. C'est pour savoir, si je fais un retour en arrière historique, c'est ce qu'on disait en 68, d'où tu parles. Eh bien, c'est exactement ça, l'équilibre subtil que le plan rhétorique peut permettre d'avoir, c'est équilibrer la conviction, la persuasion et la nuance avec la réfutation, et ça leur donne une trame générale pour écrire et pour parler. Merci beaucoup, Ghislain, pour ce beau cadre théorique. Je te pose la question, Simon, on va passer rapidement là-dessus, parce que ça a déjà été largement évoqué. Éloquence et orientation, quel lien? Évidemment, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ces exercices, ces oraux académiques où on demande aux élèves de savoir faire le lien avec son projet professionnel, et ça s'inscrit parfaitement dans le cadre du parcours à venir, les attendus de l'éducation nationale, que je rappelle, c'est le parcours individuel d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Il faut préparer les élèves à leur insertion dans la vie professionnelle, et il faut à la fois éveiller leurs ambitions. Rapidement, Simon, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus avant qu'on passe. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Ghislain très brillamment. Effectivement, ces épreuves et l'oral même en général, l'éloquence, qui va leur permettre de structurer leur pensée, de discerner et de formaliser un avis, une opinion, avec une cohérence, avec une logique. Moi, c'est ce que je retiens de ce que tu disais. J'ai pris des notes aussi, Ghislain, j'apprends plein de choses, mais on sort un pied du scolaire pour justement le mettre dans sa future vie professionnelle, dans son avenir en tout cas. Et en plus de ça, donc, dans les différentes épreuves qu'on a citées tout à l'heure, il y a un lien à chaque fois avec le projet professionnel, avec l'orientation. Un projet d'orientation qui est clair, qui est argumenté, est au service d'un discours qui est clair et impactant. Ça fait complètement le lien avec ce que Ghislain disait tout à l'heure entre l'écrit et l'oral. Avoir vraiment quelque chose qui est clair pour soi, qui est cohérent, qui est logique, que je suis capable d'argumenter et d'expliquer, ça va me permettre derrière d'être hyper impactant, même séduisant dans ma prise de parole à l'oral. À l'inverse, l'éloquence est au service de l'orientation parce qu'elle permet d'aborder le monde professionnel, que ce soit des entretiens, des réunions, un peu plus tard dans sa vie professionnelle, dans ses entretiens annuels, ses entretiens RH. C'est une compétence transverse qui est recherchée de plus en plus partout. On entend parler des soft skills, des compétences transverses. L'oralité, il y a une prise de conscience globale du fait que c'est une compétence qui est recherchée à peu près partout, et donc qui est au service de la construction de son projet professionnel et de son avenir, et donc de son orientation. Mais bon, je ne vais pas trop rallonger ce sujet, parce qu'on en a déjà dit beaucoup. En tout cas, ces deux sujets qui sont étroitement liés, et qui, par la force des choses, dans les épreuves qu'on a citées, sont liés aussi, parce que c'est même le sujet d'une partie de l'épreuve pour le grand oral, de réussir justement à formaliser son projet d'orientation, d'expliquer de manière claire ce que j'ai envie de faire plus tard, et de manière convaincante, quelle a été la logique qui m'a amené à faire ces choix-là. Tout à fait. Et je vous ai posé une question dans le chat aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions aux invités. Ils sont là pour ça aussi. On peut interrompre le webinaire à tout moment pour se focaliser sur votre question. Ce que je vous ai demandé, c'est est-ce que vos élèves sont réticents à l'idée de s'exercer à l'oral? Anne m'a répondu timide. Ghislain, tu as donné quelques tips précédemment sur comment sensibiliser, comment intéresser les jeunes d'une manière générale à l'oral, et comment faire en sorte que ce soit sympathique de préparer les épreuves. Tu as parlé de les embarquer en précisant qu'on est au-delà du cadre de l'école, ce qui peut être un bon argument. La dissociation entre conviction et persuasion, ça en termes de qualité, comme tu l'as dit Simon, de soft skills, c'est hyper intéressant pour après l'école et au-delà de l'école. Est-ce que tu as d'autres conseils, Ghislain, concrets? Alors, pour répondre à Anne, qui parle de timidité de ses élèves, alors c'est le blocage, l'obstacle le plus récurrent. Apparemment, c'est leur rappeler que ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas des gens qui naissent timides et d'autres qui naissent très ouverts. C'est dans tous les cas, la prise de parole, c'est un risque. C'est toujours une prise de risque. D'ailleurs, dans les exercices dont on va parler après, le but est la prise de risque. S'ils ne prennent pas le risque jeunes, ils vont le prendre plus âgés et ça peut ne pas marcher. Et donc, cette timidité,
Cette timidité, vous pouvez un peu, après leur avoir expliqué que ce n'est pas dramatique, les faire s'exercer. J'ai fait récemment, parce qu'il y avait une fille pareille et un jeune homme timide maladif, mais vraiment. Et donc, le but, quand on les fait parler, ce n'est pas les mettre en difficulté, c'est quand même les faire parler. Vous pouvez essayer, quand vous demandez à une personne timide de prendre la parole, de la laisser à sa place, de la faire se lever quand même, de proposer un discours ou une notion de cours et d'obliger les élèves à ne pas la regarder. C'est-à-dire que les élèves vont être face à l'enseignant, l'élève timide, si elle est au fond de la classe, va se lever et va devoir parler. Et vous allez pouvoir travailler quand même l'argumentaire et le fait d'être écouté alors qu'on ne vous regarde pas, ce qui est totalement contre-intuitif. Parce que normalement, si on ne vous regarde pas, vous n'écoutez pas. Et c'est normal, parce que vous n'êtes pas pris en considération. Et donc, cet exercice de la prise de parole, ça contrevient à tout ce qu'on apprendrait en gestion du non-verbal, par le silence, le regard et la gestuelle. Mais, pour le timide, ça va lui permettre de comprendre que sa parole, elle est importante, et de lui faire comprendre que le problème, c'est le regard des autres, et pas ce qu'il a à dire. Et que s'il est capable de commencer par « on m'écoute », et le deuxième travail, ça sera « on me regarde », ça va lui permettre d'envisager la prise de parole de manière plus sereine, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est timide, il a double difficulté. C'est déjà, il a peur qu'on le regarde, mais en plus, il a peur de ne pas être légitime sur le fond. Donc, commencer par, premièrement, parler sans qu'on me regarde, c'est une idée moi, que j'ai testée, qui marche bien et qui permet aux gens très timides d'au moins parler. Et ce qui compte, c'est être écouté. Donc, sinon, les conseils pour les élèves, c'est souvent d'essayer. De toute façon, les obstacles, il y a le stress, il y a la légitimité et il y a la timidité. Ce stress, premièrement, il est physiologique. C'est de la tension dans les muscles. C'est un rythme cardiaque qui augmente. Il faut faire ralentir ce rythme cardiaque. Il y a des tonnes de techniques de respiration. Avant de prendre la parole, on respire. Et le problème, c'est que souvent, on ne respire pas. D'ailleurs, on oblige, moi, dans les cours, j'oblige à faire des pauses. Obligez-les à faire des pauses, plus que même ce qu'ils auraient écrit avec la ponctuation, qui va permettre de respirer, de détendre les muscles, puisque le stress va se manifester dans les doigts, sur les genoux et des spasmes sur les lèvres. Si vous les obligez à faire de la gestuelle, le stress ne se voit pas sur les mains. Si vous les obligez à se déplacer quand ils sont devant vous, il ne se voit pas sur les genoux. Et si vous respirez, que vous articulez même à outrance, les spasmes vont se gommer. Toutefois, le jour où ils n'ont plus de stress, même vous en tant qu'enseignant, le jour où il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de bons cours et eux, il n'y a plus de bonnes prises de parole. Donc, il faut être capable de l'admettre, ce stress. Soit c'est un frein, soit c'est un moteur. Ça peut devenir un moteur. Et sur la légitimité, ça, c'est de votre ressort. C'est que même quand puisqu'ils ont un problème de légitimité sur le savoir, si vous leur demandez, si c'est un exercice évidemment, une notion de cours, vous sentez qu'ils sont capables de la donner, mais qu'ils ne savent pas par où prendre le cours et le début, parce que souvent, quand vous leur posez une question de cours, c'est simple, hein, ils récitent. Donc, ils vont chercher un paragraphe dans leur tête. Or, le paragraphe n'existe jamais. C'est pour ça qu'ils ne disent rien ou ils vont dire 3 mots. Vous pouvez leur donner 2-3 idées. C'est un exercice d'ailleurs qu'on va voir après. 2-3 idées pour leur permettre de démarrer. La problématique, quand on parle, ce n'est pas le fond. C'est comment j'aborde le fond. C'est-à-dire comment je contextualise en une phrase. Comment j'ouvre. D'ailleurs, ils vont vous dire souvent, moi, ils me le disent régulièrement, mais qu'est-ce que je dois dire? Vous leur donnez la première phrase. Vous leur donnez l'accroche, une accroche qui peut être très, très simple. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler de telle notion et nous allons voir telle notion à l'intérieur. Et ça les aide à démarrer. Et pareil, moi, ce que je fais, si je veux les faire parler, c'est que quand je sens qu'ils bloquent, je leur réémets une notion sans qu'ils me répondent à moi. Ce n'est pas une question, c'est une idée. Et de cette idée, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, essayons aussi de ne pas avoir la prise de parole sur réussite ou échec. Le cheminement, c'est de l'efficacité. Ce n'est pas on est éloquent ou on ne l'est pas. C'est on tend à l'être. Et même si on part de loin, voyez l'éloquence comme un apprentissage immédiat. À chaque fois que quelqu'un prend la parole, corrigez-le immédiatement. Parce que lui va l'intégrer immédiatement. Et que la correction de manière différée, c'est hyper complexe puisqu'on ne sait plus ce qu'on a dit.
C'est comme si on se corrigeait, nous, dans 2 jours. Bien Il sûr. faudrait qu'on se re-regarde parce qu'on s'en rappellerait plus. Donc ça, c'est les conseils que je vous donne quand vous les faites Ouais. parler. Et Ghislain, comment tu fais du coup pour justement leur faire comprendre à quel point c'est un service que tu leur rends en fait de les faire s'exercer à l'oralité, de tout ce à quoi ça peut leur servir? Je sociétalise la problématique. Pareil, parce que qu'est-ce que c'est s'orienter? Quelle est la différence entre faire un discours sur les énergies de demain ou non, allez, on va faire encore plus concret. Quelle est la différence entre un discours sur il faut régler le problème social en France, ok, et trouver un travail? La problématique collective, il faut régler le problème social français. Il y a un discours, il y a un enjeu, il y a une solution, ok? La problématique pour que je trouve un travail, j'ai la même problématique de considération sociale. C'est-à-dire que pour ma personne, il faut que j'améliore mes conditions sociales. Donc, c'est exactement la même problématique. Le problème, c'est que quand on parle de soi, on a l'impression qu'on embête tout le monde et qu'on n'est pas le centre du monde. Et quand on parle du collectif, on peut se permettre d'aller dans le détail. Quand vous cherchez un travail, il faut bien expliquer aux jeunes gens que c'est leur propre vie qui est en jeu quand ils parlent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évite de réciter le CV à un entretien, parce que l'employeur ou le RH l'a déjà vu, le CV. Réciter son CV, c'est dire 2 fois la même personne ce qu'il a lu. Or, le CV, il est juste là pour déclencher un rendez-vous. Et quand vous êtes en rendez-vous, ou quand ils sont en rendez-vous, il faut que chaque ligne du CV soit justifiée par la prise de position dans la vie. Et donc, comment je leur explique? Je leur explique que s'ils veulent exister socialement, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'amis ou pas de famille. S'ils veulent exister socialement et que leur voix compte, parce que je pense que c'est ça la reconnaissance. Souvent, je leur donne comme exemple très concret, si demain on vous embauchez pour 10 000 € par mois, mais on vous oblige de vous taire. Vous comptez pour rien. Vous vous taisez. Et là, il y a toujours un qui va me dire « Oui, je prends l'argent ». J'ai dit « Tu ne vas pas le garder longtemps, l'argent ». Parce qu'il y a un besoin chez l'être humain de dire ce qu'il pense parce qu'il doit exister dans le regard de l'autre. C'est ça la reconnaissance. Et je leur dis que c'est au-delà des bonnes notes, parce que quand on fait les cours, ils auront une bonne note au grand oral. Et même les profs qui nous écoutent là sont au courant que la majorité ont des très bonnes notes au grand oral. Ce n'est pas le problème de la note, c'est qu'est-ce qu'ils font demain. Et la dernière chose, j'ai 35 ans, j'ai aucun intérêt à ce que des jeunes de 16, 17, 18 ans rentrent dans la société et qu'on ne se comprenne pas. J'ai aucun intérêt à très court terme. Donc, les enseignants, c'est la même chose. C'est aujourd'hui, ce sont leurs élèves, demain, ce sont leurs voisins. Et donc, au-delà de la matière, alors je sors un petit peu au-delà de la considération académique, il y a une considération sociétale totale, de savoir bien parler. Super. Merci beaucoup, Ghislain. Effectivement, on vous lit, je vous lis aussi dans le chat. Les freins également rencontrés, c'est que c'est une épreuve, quand on parle de l'épreuve académique, anxiogène, à la limite redoutable. Je pense que cela vient aussi du format de l'épreuve ou de l'exercice oral qui est un peu insolite, qui donne place à l'imprévu, à l'improvisation. Ça, ce sont des choses qui sont assez peu travailler, je veux dire, à l'écrit, on est à l'écrit dans un cadre calme, on a le temps de se poser, réfléchir. À l'oral, c'est savoir réagir, comme tu dis, Ghislain. Donc, c'est sûr, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. Se confronter au regard des autres, ce qui est une épreuve hyper inconfortable, encore plus à cet âge-là, mais pour n'importe lequel d'entre nous, en réalité. Donc c'est... Tout à fait. On va vous donner maintenant quelques exemples de quand et comment aider vos élèves à s'exercer à l'oral. Donc, je lis aussi dans le chat que, alors je crois que c'est Ludovic qui se rend compte que les élèves progressent plus vite ou en tout cas progressent mieux quand ils s'entraînent en groupe plutôt que tout seul. Déjà sur la question de quand pratiquer l'oralité, parce qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui d'heures dédiées à la pratique de l'oral dans vos programmes. On vous avait soumis un petit sondage, vous avez répondu à toutes les réponses. Quand est-ce qu'on peut pratiquer, Simon, l'oral? Ça, je vais plutôt donner la parole à Ghislain, mais parce que j'ai pas envie de gâcher son effet de surprise. Pardon, Ghislain, tu as un effet de surprise. Alors, quand on peut pratiquer? Alors, déjà, tout le temps. Tout le temps. Voilà, c'est ça. Les repas en famille sont propices à pratiquer les amis, les questions, les cours.
évidemment à bon escient, il ne faut pas que ça soit en classe notamment le brouhaha, mais on peut pratiquer tout le temps. Après, si vous voulez, j'évoque les 3 exercices que vous pouvez mettre en œuvre. Claire, tu me dis, je peux évoquer alors les 3 Oui, bien sûr, ouais, carrément. Je reprends ce que disait Claire, c'est qu'on sort du cadre un peu scolaire, du temps long. Parce que le temps long peut produire des choses très intéressantes, mais il faut apprendre et mettre aussi en risque son cerveau avec du temps court. Et le temps court n'est pas là pour les mettre en difficulté. De toute façon, le temps long, vous avez vu qu'à la fin des devoirs, il vous dit toujours 1 minute de plus pour écrire la pire phrase du monde, parce que cette phrase est toujours nulle à la fin. Et ça, il faut bien leur dire. La phrase qui est faite quand tout est fini, elle est souvent nulle. Donc, ça ne va rien changer sur le fait de les mettre en difficulté pendant 5 minutes, parce que le cerveau va produire beaucoup plus. Et parce que aussi, il n'y a pas une obligation de complétude. C'est pas grave si c'est pas complet. Et c'est parce qu'il y a de l'improvisation après et de l'inattendu, de la spontanéité et de l'aléa que ça se complète. Ce que j'ai fait ce matin, là, évidemment que c'est pas complet. Mais je m'en moque parce que vous allez compléter si vous avez envie. Et donc, il y a trois jeux qu'on vous a mis dans le kit. Ouais. Il y en a un qui s'appelle, ils ont 3 vertus différentes. Il y en a un qui s'appelle le duel des orateurs. Le travail, c'est l'argumentaire. Parce que, évidemment, et ça, ils vont très vite comprendre, c'est que l'argument, c'est une idée et pas un exemple. Bien faire la différence entre un argument et un exemple. Et souvent, ils ont tendance à donner des exemples. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un argument, ça s'oppose en termes de valeur, alors que les exemples, c'est subjectif et donc ça rend stérile tout débat. Donc, obligez-les à aller sur les valeurs, ceux qui font l'EMC ou la philosophie HLP, obligez-les à rentrer sur les grandes valeurs dans un premier temps. Parce que quand on discute, on parle que des valeurs. Et après, on parlera du détail. C'est comme en négociation, on se met d'accord sur les principes. Et après, le détail, on laisse ça aux autres. Ça, c'est la première chose. Donc, le duel des orateurs, c'est vous, en tant qu'enseignant, on vous en a proposé un de scénario, c'est leur donner un scénario. Alors là, on vous a donné un scénario sur Objectif Mars. Je le fais très bref. Il y a une place dans la navette pour aller sur Mars. Ils doivent défendre leur place. Comme, pareil, je fais souvent l'exemple, il y a le Titanic qui coule, il y a une place sur le radeau, ils doivent défendre leur place. C'est un jeu argumentaire, on vous a mis le temps, ça se prépare en 5 minutes, c'est rapide, ça se fait à 2, ça peut être devant la classe ou dans la classe, et ils vont échanger autour d'arguments purs et durs. Pas pour avoir raison, c'est pour savoir si le public leur donne raison. Parce que le but de parler en public, c'est qu'il y ait un public. Et d'ailleurs, c'est jamais le contradicteur qui a raison. N'essayez jamais d'expliquer qu'il faut convaincre le contradicteur. Aucun contradicteur du monde va changer d'avis devant vous. Donc, c'est le public. Donc, ce jeu, c'est un échange d'argument contre argument dans la classe ou devant la classe. Et vous demandez à la classe qui a été le plus convaincu. Quel argument a fait mouche? Quel argument a permis de, en oubliant toutes les amitiés ou les inimitiés d'ailleurs, quel argument a permis de gagner. Et dans ce rôle-là, vous allez voir que vous allez favoriser la créativité et le travail sur l'argumentaire. Vous, la position en tant que prof, c'est de modérer. La première fois, je vous proposerai d'ailleurs de laisser modérer la seconde fois. Si vous êtes capable de ritualiser ce jeu, vous allez pouvoir traiter de tous les sujets du monde. Et donc, vous allez pouvoir mettre dans la tête des élèves que l'argumentaire est primordial. Ça, c'est le premier jeu, il s'appelle le duel des orateurs. Dans le kit qu'on va vous remettre, vous avez tout en détail. Lego Charlie a fait un graphisme qui est pas mal, il est simple et efficace, comme la rhétorique d'ailleurs doit l'être. Et pourquoi je proposerai à un élève de le faire à votre place, la modération? Parce que ça va le responsabiliser et il va comprendre que l'écoute d'une classe, c'est compliqué. Il va se mettre dans votre peau. Et c'est important, vous, pour la suite, si vous avez du bruit dans vos classes, de garder l'écoute. Donc, le duel des orateurs, c'est le premier jeu où on l'a minuté une vingtaine de minutes. Il faut que ça soit rapide. Vous leur imposez une réflexion rapide avec un retour rapide. Le deuxième jeu... Tu le ferais à quelle fréquence, Ghislain? Juste, je te coupe là-dessus, parce que j'imagine que l'exercice a d'autant plus d'intérêt s'il est répété fréquemment. Oui. Ça dépend de la matière. En sciences, ça peut permettre de réviser d'ailleurs les matières. Ouais. Si vous tournez la question sur de la révision, moi j'imagine en sciences, pourquoi pas, en EMC, pourquoi pas, en HLP, pourquoi pas. Et encore une fois, on ne leur demande pas de faire un cours. Parce que souvent, ils vont vous dire « Non, mais j'ai pas révisé ».
Eh bien, tant mieux. C'est pour ça que tu vas passer. Parce que ça va te pousser à réviser et ça va te pousser à dire ce que tu sais déjà. Est-ce que c'est tout niveau? Oui. Oui, c'est tout niveau. On peut le faire, ça dépend les sujets. Vous réduisez les sujets, bien vous sûr. mettez au niveau les sujets. Le roi de l'impro, deuxième vertu, c'est s'adapter. Il n'y a rien de pire dans un discours que de croire qu'il a été écrit pour un autre. Je donne très souvent l'exemple, je suis désolé, je digresse, mais pour que ça soit très compréhensible. Vous vous rappelez quand il y avait eu la dernière présidentielle, Fillon, je crois que c'était le Quotidien, qu'il avait épinglé sur 2 vidéos, 2 discours ou 3 discours identiques qu'il avait fait aux gens dans des meetings. Et là, tout le monde a été déçu. Ah, tu l'as pas fait pour moi, le sujet. Évidemment que non. Mais il aurait dû, s'il n'avait pas été filmé, d'ailleurs, il a dû faire sentir que c'était pour eux, parce que personne ne s'en était rendu compte. Vous devez prendre la parole et mettre dans la tête des gens que le discours est authentique. Et pour qu'il soit authentique, il y a une phrase un peu différente, il y a une façon de parler qui est différente. Et donc, l'improvisation, c'est prendre en considération l'aléa et aussi se mettre en risque parce que l'impro, c'est pas inné, ça se travaille, c'est-à-dire que ça fait appel à des notions dans le cerveau. Plus on est en risque, plus notre cerveau carbure. Et ça va permettre aussi de faire comprendre aux élèves qu'on ne peut pas tout le temps réciter. Et que eux, leur sécurité, c'est la récitation, c'est la connaissance. Si vous les mettez en risque et vous leur dites, écoute, tu vas tirer d'une idée, tu vas tirer la ficelle, d'une idée, ça va mettre une autre idée, de cette autre idée, ça amène une autre idée. Exemple, j'avais pris la Révolution française. Si vous leur demandez, allez, parle-moi de la Révolution française, ils vont vous dire, mais je ne sais pas, je n'ai pas révisé. Bon, ben, de la Révolution française, ça t'évoque quoi? Ils vont dire peut-être Robespierre. Bon, ben, de Robespierre, ça t'évoque quoi? Comité de salut public, etc., etc. Mettez-les dans une position où ils peuvent raisonner par idée. C'est un tiroir, c'est un immense tiroir, le cerveau. On tire, on réfléchit. Ça va permettre donc de travailler cette spontanéité, cette prise de risque sur... alors le jeu, c'est 3 minutes pour faire un discours. Ils tirent 3 mots ou 2 mots de notions de cours que vous choisissez. Et de ces 2 mots, ils en font un petit discours. Si c'est des notions que vous avez vues peut-être la semaine d'avant, ils auront la mémoire pour ressortir quelque chose. C'est les mettre dans une position où ils doivent faire appel à des connaissances sans l'avoir préparé. C'est hyper important. Hyper important parce que le jour où ils font des débats, il faut faire appel à des notions et savoir écouter. Donc, et ça stimule la créativité. Le dernier jeu, alors le dernier jeu... coupe un petit coup, Gislain, parce que j'ai une question sur le premier jeu. Tu sais, sur le duel, Ludovic nous demande si ce jeu ne crée pas de blocage du fait de la dualité. Comment éviter de désigner un perdant? Alors, on ne désigne pas un perdant. Alors, je comprends, c'est le fait de ne pas confronter. Alors, comme les scénarios sont drôles, je pense que c'est moins la personne jugée que l'idée. Pourquoi? Le Titanic, par exemple, puisqu'il faut leur demander d'inventer des métiers. Pourquoi j'irai sur le radeau qui peut me ramener? Parce que je suis médecin et que je peux tous vous sauver pendant les 2 mois de transit. C'est plus eux, c'est la personne qu'ils aimeraient être. Et donc, alors j'ai jamais eu le cas, bon, mais ils ne le voient pas comme un échec. Il faut quand même leur mettre en tête qu'il y a des arguments plus pertinents que d'autres, et plus évidemment le faire de manière bienveillante et de rappeler que c'est un jeu. Mais comme c'est un jeu d'échange en débat, il y a automatiquement on va automatiquement juger la pertinence d'un argument. Bon voilà, ça c'est le jeu. Mais évidemment, il faut le faire de manière bienveillante. Et comme ils se détachent de leur propre personne, évidemment, le jeu ne pourrait pas être autour d'eux-mêmes en tant qu'élèves. On peut, par exemple, leur imposer des métiers, c'est-à-dire un contexte, de décaler la personne et l'élève. Et j'ai une autre question intéressante sur des élèves dont la langue française n'est pas la langue. Le arrivant, par exemple. Exactement. Et comment est-ce que tu as des conseils et des petits exercices pour aider ces élèves à être à l'aise à parler à l'oral et à parler en français? Je l'ai déjà fait parce que maintenant il y a souvent des primo-arrivants. Alors c'est pas un exercice à proprement parler pour celui qui arrive, c'est plutôt pour l'ensemble. Quand une personne dont la langue française est sa langue maternelle doit aussi parler pour les gens qui comprennent moins et moi je laisse questionner ceux qui n'ont pas la maîtrise de la langue
pour que l'orateur réexplique, ce qui le pousse à être encore plus précis dans son explication et d'être capable de le dire de différentes manières. Donc, si j'ai envie de dire la vertu du fait qu'il y ait des jeunes gens qui ne maîtrisent pas le français, c'est de pousser ceux qui le maîtrisent à être encore plus clairs et plus précis, parce que l'éloquence est de la précision, voire chirurgicale. Et pour le primo-arrivant, c'est qu'à mon avis, on s'améliore rapidement ou plus rapidement quand on nous réexplique de manière différente. Parce que, alors, à moins qu'ils ne parlent pas du tout français, avec un peu d'expérience, ils ont quand même quelques notions rapidement et on est capable de se faire comprendre. Et donc, le travail, c'est se faire comprendre. Maintenant, après, oui, c'est plus des profs de FLE qui seront à même, selon les langues maternelles, de travailler la langue française. Moi, c'est plus sur comment je me fais comprendre. Ok. Et donc, pour terminer la présentation du kit rapidement, donc tu as parlé du duel des orateurs, des rois de l'impro, et tu commençais à présenter le dernier exercice qui est le cours express. Le cours express, c'est concrètement se mettre à votre place en tant qu'enseignant. C'était un peu le cas sur le premier jeu, en tant que modérateur. Mais là, c'est vraiment se mettre à votre place. C'est de prendre en considération que tous les publics ne sont pas tout le temps acquis. Et donc, s'ils ne sont pas tout le temps acquis, il faut être capable, là c'est par un jeu de lecture, vous pouvez leur donner des textes courts, ça pourra permettre aussi de retravailler le cours, de réentendre les notions, mais par un élève. Donc la lecture n'est pas un sujet parce que la majorité sont capables de bien lire, c'est plutôt un travail sur le rythme et l'écoute. C'est-à-dire que s'ils lisent le texte sans regarder le public, potentiellement le public ne les écoutera pas. S'ils lisent le texte en prenant en considération le public, c'est qu'ils vont être capables de rythmer, de regarder si le public comprend et de ralentir ou d'accélérer selon l'attitude du public. Donc c'est concrètement ne pas avoir de problème de connaissance parce que vous leur donnez par un mini-texte, mais de se mettre dans votre position pour comprendre l'obligation d'être écouté. Et aussi, et je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est sortir de ce que l'on est, sortir de sa qualité d'élève et se prendre pour qui on aimerait être. Il y a de temps en temps, d'ailleurs c'est une phrase qu'on connaît tous, c'est quand il y a quelqu'un de plus jeune, il ne doit pas nous apprendre la vie. Et bien de temps en temps, poussez-les à essayer de vous apprendre la vie. Parce que vous allez les mettre dans une situation où ils seront la personne qu'ils ont envie d'être. Et donc, plus l'élève qui récite et plus parler pour avoir une bonne note. Sortez aussi de ce cadre-là, même si la note et Parcoursup, encore plus, c'est le Graal du Graal. D'ailleurs, dans le projet Éloquence, valoriser le travail par soit Parcoursup, qui est à mon avis le nouveau baccalauréat, et la note. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, tu fais parfaitement le lien, Ghislain, avec de nouveau le lien entre éloquence et orientation. Ce qu'on peut vous conseiller, donc on vous enverra encore une fois le kit à l'issue de l'atelier où vous avez les fiches détaillées, les consignes. Vraiment, c'est du clé en main. Et c'est un super kit donc on a co-conçu avec Ghislain. Vous pouvez mettre en place aussi des projets d'établissement pour développer l'oralité hors temps scolaire. Donc, on vous a listé concours d'éloquence, concours des lectures, mais aussi profiter de vos heures d'orientation pour mettre en place des activités où vous travaillez à la fois sur la construction du projet professionnel de vos élèves et l'éloquence, par exemple, pitch pour les salons étudiants. Comment se présenter rapidement face à un étudiant pour qui l'école me plaît bien. C'est typiquement ce que la ressource Hello Charlie vous permet de mettre en place, de faire le lien entre le projet d'orientation et la prise de parole. Donc, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, Hello Charlie est une ressource numérique d'aide à l'orientation qui prend la forme d'une application qui offre un accompagnement complet de la 5e à partir de la rentrée jusqu'à la terminale, toutes filières confondues, et ça fonctionne sous forme d'abonnement annuel à l'échelle de l'établissement. Peut-être que Simon, tu veux en dire quelques mots? Je me fais chasser de ma salle, donc j'en ai pour 15 secondes et après je rebondis. Je t'en prie. Et peut-être en attendant, toi, Ghislain, qu'est-ce que tu peux proposer comme outil?
Tout à l'heure, à l'instant, je vous parlais du temps scolaire pour préparer l'oralité. Alors, sur les outils, je vais revenir très rapidement après parce que là, c'est écrit sur la classe d'orateur que l'on Oui. propose. Mais juste parce que je n'ai pas pu l'évoquer, je l'évoque très vite. Le temps scolaire, c'est pendant vos cours, vous travaillez l'oralité. Mais n'hésitez pas entre enseignants, je le vois beaucoup et c'est ce qui motive tout le monde, de faire des projets entre classes. Ce qui permet aussi aux élèves de côtoyer un autre écosystème, de côtoyer d'autres élèves et donc de se mettre dans une position totalement différente. Quand il faut faire un projet éloquence avec une autre classe, alors on n'est plus, si je puis dire, en famille. Et donc, quand on sort de la famille, il faut avoir une rigueur et une obligation de travailler le sujet. En projet d'établissement, vous pouvez monter, qui sont tout aussi pertinents pour travailler les oraux académiques, des concours d'éloquence, où il y a des confrontations sur des sujets, des restitutions d'éloquence, où ça peut être des sujets plutôt citoyens, le procès fictif. Les procès fictifs, si vous êtes avec un collègue ou une collègue, vous faites un faux procès sur un vrai sujet travaillé en français, par exemple. Moi, j'avais fait L'étranger de Camus, le procès de l'assassinat dans l'étranger. Il y a des sujets sociétaux en EMC ou en HLP. J'avais travaillé Louise Ménard sur l'état de nécessité, Guillaume Dasquier. Vous montez il y a des articles de presse et vous les mettez dans soit la position du procureur, de l'avocat, de la défense, de l'accusation. Bref, le procès fictif est une bonne méthode pour rendre l'oralité un peu concrète et pour que ça soit un jeu. Et sinon, l'atelier de la langue française fait par le dispositif classe des orateurs, qui est soutenu par le Pass Culture. D'ailleurs, le Pass Culture, c'est l'alpha et l'oméga pour travailler tous ces sujets. On est inscrit au Pass Culture, on fait des formations, des ateliers d'éloquence pour les élèves, pour les préparer au grand oral et à l'oral du brevet, entre autres. Super, merci Ghislain. Je vois que Simon, tu as repris place. Oui, ça y est, je suis de nouveau dans de bonnes conditions pour m'exprimer. Pour rebondir sur ce que disait Ghislain, nous, ce qu'on peut vous proposer, ce qu'on apporte avec Hello Charlie, c'est justement la possibilité de matérialiser son projet d'orientation, de le structurer, de de lui donner une cohérence, une logique entre la connaissance de soi, les mots que je mets pour me décrire, mes valeurs, les causes qui me tiennent à cœur, les secteurs qui me plaisent et pourquoi, les métiers qui me font de l'œil et pourquoi, ceux qui me plaisent pas et pourquoi. Il y a toujours ce pourquoi qui est extrêmement intéressant. Quelle formation je choisis pour la suite? Pourquoi? Quels sont les doutes qui subsistent dans le cadre de mon orientation, de mon projet scolaire et professionnel? L'idée, ça va vraiment être de matérialiser ça dans notre application, dans quelque chose qui soit ordonné, structuré et qui va mettre en cohérence à la fois tout ce qui est très logique dans la construction de mon projet d'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi les doutes qui subsistent et les questions que je me pose, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est tout à fait possible dans le grand oral de dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais d'expliquer en tout cas quels sont les questionnements auxquels on a abouti, quelles sont les pistes qu'on a déjà explorées, quels sont les doutes qui subsistent et comment je prévois justement de les lever, quelles sont les actions que j'ai enclenchées là-dessus. Ce n'est pas du tout des mauvaises réponses de dire ça. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a eu du discernement, de la réflexion, de la prise de recul, et qu'on soit capable justement de communiquer cette logique et cette cohérence à l'oral. Et donc là, je fais le lien avec ce que disait Ghislain tout à l'heure. Donc nous, voilà, en termes d'outils, c'est ce qu'on a mis en avant, c'est ce fameux projet d'orientation comme support du grand oral notamment. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous fait une démo avec plaisir et on vous dévoile aussi toutes les nouveautés Hello Charlie de la rentrée qui arrive pour vous aider à piloter au mieux la progression à l'orientation de vos élèves. Et donc le dernier outil, et je vais conclure là-dessus, pour vous aider à exercer l'oralité avec vos élèves, c'est le fameux kit. Et en fait, on a tellement bien fait les choses que vous pouvez en faire la demande directement ici en flashant le QR code. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le retransmettre par mail. Merci en tout cas à toi Simon et à toi Ghislain pour ce super atelier. Alors si je peux juste rajouter une chose. Oui. C'est que dans le kit, vous allez trouver, il y a un bouquin qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence. Ouais. Donc c'est un bouquin qui est version papier et version digitale. Et la version digitale se commande via EMLS. Donc c'est un format qui fait 70 pages parce qu'on veut que les élèves le lisent si vous voulez l'acheter en papier. Et sinon, en digital, c'est pratique aussi. Et ça va vous permettre d'aborder la prise de parole plus précisément encore. Voilà, donc vous avez un tas d'outils concrets en plus de ce webinaire truffé de bons conseils que vous allez pouvoir retrouver en replay, encore une fois, envoyé à l'issue. Aurélie, Valentine, je vous donne le mot de la fin.
Oui, merci à tous, c'était super. Merci Claire, merci Ghislain, merci Simon et merci à tous les participants. On espère que ça vous a plu, c'était très dense et très enrichissant. Ensuite, on vous invite à aller liker, commenter les publications qui paraîtront à la suite de ce webinaire, qui sera évidemment renvoyé en replay, rediffusé le plus massivement possible. Et donc, bien entendu, nous restons à disposition pour toute question. Et nous vous rappelons que les ressources mises à l'honneur aujourd'hui sont disponibles via notre plateforme web, donc www.emls.fr. Voilà, écoutez, bon après-midi à tous et je vous souhaite un fort succès auprès de vos élèves quand vous allez utiliser le kit pour les entraîner à l'oral. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir et puis on vous retrouve très vite sur nos réseaux sociaux et pour un prochain atelier nouveauté début mai. N'hésitez pas à vous y inscrire si cela vous intéresse. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.